Mon invité bénéficie de l'expérience des années, de celle qu'il fait bon d'avoir lorsque le vent mauvais siffle sur tout un secteur comme celui de l'immobilier depuis déjà plusieurs années. Président du think tank Vivere et de Viparis, numéro 1 mondial des congrès et leader des salons en Europe, Bernard Michel a signé dernièrement une tribune dans les Échos pointant le risque pour le logement en France de s'enliser dans un immobilisme bien réel. Immobilisme bien réel, je le cite évidemment. Je l'ai donc invité aujourd'hui, très curieuse de l'entendre parler de cet immobilisme, mais aussi, et peut-être surtout, des voies de sauvegarde possibles, et pourquoi pas de ce qu'il pressent comme étant peut-être un futur non pas immobile, mais dynamique et en progression pour l'immobilier. Bonjour Bernard Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Avant d'évoquer le logement et le secteur immobilier, j'aimerais que vous puissiez nous emmener au cœur de Viparis. Les Jeux Olympiques sont désormais passés. Quel bilan avez-vous fait chez Viparis de cet événement mondial ? D'abord, pour Viparis, 2024 sera une année exceptionnellement bonne. Grâce aux Jeux Olympiques, j'y reviendrai, mais également parce qu'il y avait la conjonction de congrès biennaux. Oui. Les années paires sont toujours meilleures que les années impaires parce qu'ils arrivent à peu près en même temps. Et également un salon triennal qui est Intermat. Et donc, année biennale, salon triennal, plus les Jeux Olympiques, donc un chiffre d'affaires exceptionnel. Donc ça veut dire que l'année dernière, on a tenu 269 salons et congrès. C'est-à-dire à un niveau qui est à peu près constant par rapport aux années précédentes. Mais en plus, pendant la période du mois de juillet-août, nous avons bénéficié des espaces que nous avons loués pour les Jeux Olympiques. Et ça veut dire la porte de Versailles, 1 million de visiteurs au titre des JO. Ça veut dire Paris-Nord-Villepinte, 215 000 spectateurs pour les différents sports. Le Palais des Congrès, c'était le centre de la presse écrite, 6 000 journalistes. Et en plus, au Bourget, nous avions des équipements pour accueillir tous les studios de télévision du monde entier. Et ça, c'était tous les jours plus de 10 000 personnes. Donc ça a été à la fois un événement considérable, extrêmement passionnant, et en même temps, pour notre résultat, une très bonne année, puisque notre résultat de 2024, au niveau du résultat net d'exploitation, représente 218 millions d'euros, à comparer à 131 millions en 2023, c'est-à-dire plus 60%, et ça grâce notamment aux Jeux Olympiques qui représentent de l'ordre de 50 millions dans cet ensemble-là. Donc au fond, excellente année, et on espère que ça va continuer comme ça. Au fond, une année comme celle-là, même pour une entreprise comme Viparis, c'est quelque chose d'unique ou pas ? C'est totalement unique. Toute l'équipe de Viparis était mobilisée, ça a été un enthousiasme formidable. Nous avons parrainé un certain nombre de sportifs olympiques et paralympiques. Une atmosphère de fête à la fois, d'immense concentration, d'immense préparation. Plus de 2 ans avant, nous avons commencé à préparer tout cela. Un enjeu en termes d'image, un enjeu en termes également de professionnalisme. Et au fond, tout ça a bien fonctionné et nous avons terminé les Jeux Olympiques épuisés, mais très heureux d'avoir pu réaliser cet événement. Quels enseignements avez-vous tirés de cette année-là ? L'enseignement, c'était que ça nous permettait, nous, Viparis, de nous investir sur le sport, ce qui n'est pas courant pour Viparis. Donc d'apprendre comment fonctionnent les événements sportifs, ce qui peut nous servir également dans l'avenir. Ça nous a permis également, et obligé d'une certaine manière, à bien revérifier toutes les conditions de sécurité, d'accès, etc., pour que tout soit parfait. Et ça a également eu un immense intérêt, ça a donné de la fierté d'entreprise. Ah oui, c'est bien peut-être sûr. L'intérêt principal. Il me semble effectivement que ça restera dans nos mémoires certainement la plus belle année. Après, la question que vous pouvez se poser, c'est qu'après une année aussi splendide, est-ce que ça va marcher aussi bien après ? En réalité, pour 2025, nous pensons encore progresser en termes de chiffre d'affaires de 7%, mais par rapport à une année normale, une année comparable, c'est très bien parti. Les réservations, on les a déjà, ça se réserve
plus d'1 an à l'avance. Et au fond, la satisfaction, c'est que nous sommes à nouveau dans les niveaux de chiffre d'affaires d'avant Covid. Alors même que, effectivement, le redémarrage a été lent après 18 mois d'arrêt d'activité. Eh oui. J'ai une dernière question. La France est-elle, comme certains le disent, on l'a entendu plusieurs fois en radio dernièrement, donc la France, est-ce qu'elle est en train de devenir une entreprise de l'événementiel à grande échelle ? La France est très bien équipée pour l'événementiel. D'abord parce que c'est un pays très touristique. Il attire le tourisme d'affaires, Paris en particulier. C'est pour ça que nous sommes souvent les numéros 1, les numéros 2 au niveau mondial pour les salons, pour les congrès, pour les événements. Mais pas que. C'est aussi parce que nous avons la capacité d'accueil, nous avons des infrastructures qui sont au niveau d'un rassemblement mondial. Et au fond, tous les grands événements, par exemple des grandes sociétés, les plus grandes sociétés mondiales, souvent se passent à Paris parce que c'est un hub à la fois de transport et également un équipement qui permet de rassembler, par exemple, sur un congrès de 15 000 personnes à la porte de Versailles, sur des salons où il y a des dizaines de milliers de personnes. Et donc, l'équipement est fondamental pour ça. C'est pour ça que nous sommes très fiers, en Vie Paris, d'avoir ces infrastructures qui font de Paris l'une des places les plus importantes pour l'événementiel. Mais il n'y a pas que Paris, il y a également de très beaux équipements dans les territoires, comme à Lyon par exemple. Je pense que c'est lié au tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires, bien sûr, a permis d'investir, nous a conduit à investir et à faire prospérer cette activité. Et oui, on entend dans ce que vous dites que finalement le succès ne vient toujours que de l'accumulation de faisceaux. Bien sûr, ça n'est pas que l'attractivité touristique. Mais non. C'est aussi le fait qu'il y a un équipement aérien, un équipement de transport, un équipement d'infrastructure de réception qui est suffisant pour faire ces réunions-là. Donc il faut qu'il y ait tous les éléments. Après, c'est vrai aussi qu'il faut être à la hauteur. Nous sommes en compétition avec d'autres villes dans le monde, en Europe, avec Vienne, avec Barcelone par exemple. Nous sommes en compétition dans le monde avec Shanghai ou Dubaï maintenant. Donc au fond, ça n'est pas une rente de situation. Il faut continuer à se battre pour attirer les organisateurs d'événements à Paris. Et pour faire que les événements de Paris se déclinent, bien sûr, aussi à l'international. C'est le travail que fait notamment comme Exposium pour ses propres activités. On va parler maintenant d'immobilier et de logement. Alors, pardon de poser la question ainsi, mais crise du logement, crise de l'immobilier, crise de la promotion, crise du bâtiment, mais une ministre qui ne compte pas ses efforts, des députés qui proposent des textes, je ne dirais pas si c'est trop ou pas assez, et puis des professionnels qui s'expriment aussi beaucoup. Quelle analyse faites-vous de cette situation et puis aussi de la politique actuelle qui est faite par le gouvernement français en ce moment sur le logement ? Il y a une crise dramatique de l'immobilier en France. Pas qu'en France d'ailleurs. On a, sur le logement, on a des problèmes identiques en Espagne ou en Allemagne par exemple, voire dans certaines villes des États-Unis. Mais cette crise est une crise finalement démographique. Elle résulte du fait qu'il y a un besoin immense de logement qui résulte de l'évolution de la société aussi, les familles monoparentales, les familles qui se recomposent, le besoin de bien-être aussi qu'on cherche à trouver dans un logement décent. Et au fond, ce qui s'est passé en France est totalement dramatique puisque la construction de logements est quasiment à l'arrêt. Elle est à l'arrêt pour des raisons qu'on connaît. Il y a eu la question des taux d'intérêt, mais c'est en train de changer. Mais il y a eu également la fuite des investisseurs à partir du moment où les prix de revient du foncier, des travaux devenaient trop chers pour avoir une rentabilité suffisante pour le logement et le logement locatif en particulier. Et au fond, si on veut relancer la construction de logements locatifs abordables, il faut trouver des moyens nouveaux. Il existait le dispositif fiscal Pinel qui s'arrête, qui s'est arrêté, mais sans être remplacé par autre chose. Ce qui fait que, alors que la construction de logements était déjà en difficulté, l'arrêt du Pinel a définitivement arrêté la construction pour quelques années, parce que pour la relancer, il faut quelques années. Et au fond, la satisfaction qu'on peut avoir, c'est que
l'échelon politique, on a commencé à se mobiliser. Oui. C'est pas faute d'avoir expliqué il a fallu du temps, la situation, mais bon, au fond, on a senti qu'on commençait à se réintéresser à la question, et notamment Valérie Létard a fait des efforts assez considérables pour aboutir. Oui. Pas sûr qu'elle y arrivera, parce que parallèlement, il y a une forme d'instabilité parlementaire qui fait qu'un texte, même le meilleur, peut, ça a été le cas de la loi Daubié sur la transformation de bureaux au logement, peut durer plusieurs années avant d'aboutir à une décision. Et au fond, parce que d'abord, il y a beaucoup d'amendements, parce qu'il faut passer de l'Assemblée au Sénat, et ainsi de suite. Et donc, au fond, même les meilleures idées ont du mal à se mettre en œuvre, de manière générale, et pour le logement en particulier. Mais quand même, ce que je constate, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes politiques parlent aujourd'hui de la question du logement. Oui. Alors, ça touche tous les domaines. Le diagnostic énergétique, le ZAN, qui est remis en cause, les ZFE, et par ailleurs, tout ce qui touche au PLU, tout ce qui touche également aux modalités de construction. Bref, il y a beaucoup d'initiatives. Et au fond, mon message, c'est de dire attention, à force de multiplier, ça va faire une cacophonie. On ne va pas réussir à se mettre d'accord au niveau parlementaire. Et finalement, la montagne de propositions peut accoucher d'une souris. Mais alors, on fait quoi ? Alors, je crois qu'il faut aller sur des sujets très concrets, très simples, et qui soient suffisamment marquants pour créer un choc de confiance et donc de développement. Ça va être dur, parce que quand la construction de logement s'arrête, il faut du temps pour la remettre en route. Et au fond, avec d'ailleurs des dégâts sociaux au passage, avec énormément d'inconvénients. Et au fond, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, pour, par exemple, relancer la construction ou l'acquisition de logements locatifs, il faut améliorer la rentabilité de cet actif, qui est l'un des moins rentables par rapport aux autres classes d'actifs, même si aujourd'hui, il y a une forme de désaffection du bureau. Et pour relancer, il faut faire revenir les investisseurs. Les investisseurs, il y en a deux sortes. Il y a les particuliers. Donc les particuliers, les réflexions que je mène conduisent plutôt à l'idée de mettre en place un amortissement fiscal qui va permettre d'améliorer la rentabilité de l'actif, ce qui serait un moyen de parvenir au résultat de la relance, et de trouver également, parallèlement, on en parle moins de ça, des mesures qui pousseraient les investisseurs institutionnels à revenir sur le logement qu'ils ont abandonné depuis des décennies. Et là, je parle des compagnies d'assurance vie, je parle des SCPI, je parle des sociétés foncières. Et au fond, alors évidemment, je parle là d'un ingrédient quand même fiscal. Donc il y aura une difficulté réelle sûrement à l'obtenir. Mais en même temps, l'industrie immobilière est une industrie qui coûte peut-être à l'État, mais qui est également très rentable par ses recettes de TVA et par les droits de mutation, par tout ce que l'immobilier rapporte finalement à l'État parallèlement. Et au fond, en asséchant la construction de logements, on a aussi diminué fortement les recettes fiscales correspondantes. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un arbitrage qui essaye de redéfinir l'objectif, afin de ne pas se tromper d'objectif, et qui permette de trouver un moyen d'aider finalement, d'accompagner en tout cas les investisseurs institutionnels privés ou les particuliers à revenir sur la classe d'actifs du logement locatif. Oui, et pour ma part, je suis toujours surprise qu'on évoque en fait si peu l'importance de l'écosystème immobilier dans notre économie en termes de création de valeur, de création d'emplois. Est-ce que ce ne serait pas par ce point-là qu'il faudrait commencer pour commencer à réfléchir si on voulait justement travailler ce choc dont vous parlez ? C'est assez curieux qu'une industrie qui rassemble finalement des millions d'emplois et qui représente une part très significative du PIB ne soit pas plus considérée que cela. Au fond, moi j'ai fait plusieurs métiers. J'étais banquier, j'étais assureur. J'ai été également président d'une société foncière. Donc j'ai compris en quoi cette industrie était créatrice de valeur et également créatrice d'emplois. Et je dirais c'est
c'est le contraire finalement d'une rente de situation, puisqu'on essaye de mettre cette étiquette-là sur l'immobilier. Et au fond, il faut arriver à réhabiliter l'immobilier comme une industrie parmi d'autres, mais qui, au fond, permet à la France de développer son PIB, et également, avec les rentrées fiscales qui vont avec ça, mais également qui permet également de répondre à une question qui s'appelle la crise immobilière qui est en cours. Oui. Parce que si on ne fait rien, alors là, effectivement, on va vers un chômage assez massif dans le secteur de l'immobilier. Et ça, c'est quand même à éviter dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui en France. Et oui, l'année dernière, 2024, le nombre de défaillances d'entreprises dans l'immobilier a été très important. Je crois même aussi en 2023. Est-ce que ce secteur, il est en train d'évoluer, de muter, de trouver une nouvelle voie ou pas ? Il doit s'adapter, on va dire ça comme cela. C'est vrai qu'il a beaucoup vécu avec des incitations fiscales. Oui. C'est le cas du logement. Les autres secteurs ont été moins affectés par cette forme d'aide. Mais au fond, il est obligé de se reconsidérer. Le secteur du bureau a vu venir, avec le flex office, avec le télétravail, une réduction des surfaces de bureaux nécessaires. Oui. Il doit s'adapter. Et l'offre a muté aussi. Et l'offre, aujourd'hui, est très nettement excédentaire, notamment dans la première et la deuxième couronne parisienne. C'est le cas, par exemple, du quartier d'affaires de la Défense. Et donc, il faut adapter cette offre. Ça veut dire qu'il faut peut-être ne plus raisonner spécialisation des quartiers en bureaux, mais mixité des usages. Bureaux, plus commerce, plus logement. Ce qui a d'ailleurs un avantage, c'est de rapprocher les logements des salariés de leur travail. Mais donc, au fond, il y a une mutation quand même en cours. Il ne faut pas se le cacher. Il faut qu'on s'adapte. Après, c'est un peu la même chose. Le logement, il faut aussi considérer que c'est un parcours de vie, un logement. On a besoin au début d'un logement étudiant. Il n'y en a pas assez en France. Puis ensuite, on a besoin d'un logement familial. Puis après, on a peut-être besoin d'autres types de logements ou des résidences gérées au moment pour les seniors. Et donc, au fond, là aussi, il faut peut-être réimaginer la ville et donc nos manières de l'imaginer et de construire avec de l'innovation, j'y reviendrai, pour répondre à ce défi-là. Donc, ça n'est pas qu'un problème fiscal, financier, c'est aussi une adaptation de notre secteur à un monde qui a changé, à des façons de vivre et de travailler qui ont changé. Alors justement, en parlant d'innovation, de jeunes entreprises voient chaque année le jour dans le secteur de l'immobilier, ailleurs aussi d'ailleurs, mais on parle de notre secteur. Mais quand même, durant les 2 dernières années, c'est un secteur qui a vécu lui aussi plus difficilement parce qu'il y a eu une raréfaction des financements. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir pour ce qu'on appelle la PropTech en France ? L'avenir de l'immobilier passe par l'innovation, hein. Je le dis depuis longtemps. Et au fond, ça affecte tous les secteurs. Ça va de la construction aux intermédiaires, au financement de l'immobilier, en passant par la gestion d'actifs. Tous les secteurs peuvent bénéficier de l'innovation qui s'est fait jour avec le digital, avec le numérique. Et effectivement, beaucoup de sociétés ont investi quand même pour faire face et pour innover. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'apparaître, c'est l'intelligence artificielle, qui va vraisemblablement également révolutionner l'immobilier, comme c'est le cas d'un certain nombre d'autres entreprises. Nous y travaillons. Le problème, c'est que, évidemment, l'innovation, ça va aider, simplifier la vie des clients, ça va simplifier aussi la vie des propriétaires, bailleurs, des promoteurs, des constructeurs, des experts, des architectes, de tout ce qui fait finalement la ville. Et pour ça, nous sommes passés par les startups quand même, et souvent par des alliances difficiles quelquefois entre des startups et des grands groupes. Et au fond, on a vu une première étape où les levées de fonds se sont développées assez rapidement, et y compris par des acteurs de l'immobilier, pas que par des fonds de private equity,
Sauf que, après, avec la hausse des taux d'intérêt, Oui. les levées de fonds se sont taries et aujourd'hui, on n'est plus du tout au niveau 2022 qui a été une année record. Oui. Et au fond, il faut faire très attention parce que ne plus financer toutes ces startups, en réalité, ça tue l'innovation. Ou en tout cas, ça la transfère à d'autres acteurs qui ont les moyens de les financer. Et donc, au fond, je disais, il faut quand même mettre en valeur maintenant ce qui marche. Il y a de très belles startups qui sont devenues de très belles entreprises. Je pense à Stonal, je pense à DeepKey. Il y a, dans tous les domaines, hein, c'est un exemple que je donne là, mais au fond, on a beaucoup de réussite. On a un mandat aussi, je pensais à ça, qui est une activité de syndic qui s'est transformée grâce au numérique. Et puis, il y a eu des échecs, comme Mastéos, par exemple, qui avait l'objet de faciliter l'investissement locatif, clé en main, ou une autre entreprise qui était une société qui permettait de partager des résidences secondaires, par exemple. Et au fond, donc, des réussites, des échecs. Mais maintenant, il faut veiller que les levées de fonds, et la French Tech doit s'impliquer là-dedans, et plus spécialement aussi dans l'immobilier, de manière que nous puissions continuer ce processus d'innovation créatrice, mais qui est un processus qui correspond à une problématique très forte de l'immobilier. L'immobilier, on a l'habitude de travailler en silo. Le numérique nous permet de transversaliser. On a l'habitude, bien sûr, de gérer les clients, mais il y a beaucoup de progrès à faire dans les relations entre les clients, locataires, propriétaires, syndics et propriétaires, etc. Et donc, au fond, il faut surtout veiller que les levées de fonds continuent à se développer quand même si elles sont très inférieures à ce qui se passait auparavant. Et parce que, au fond, il y a encore des enjeux très importants à régler. Je pense notamment que l'innovation devrait servir beaucoup plus qu'aujourd'hui à régler le problème de la transition énergétique. L'intelligence artificielle va devoir être financée également dans l'immobilier. Et par ailleurs, je pense que dans tout ce qui est utilisation des nouveaux matériaux, des nouveaux modes de construction en 3D, etc., la construction hors site, là, il y a vraiment beaucoup à faire encore. On a très peu développé tout ça, alors que d'autres pays le font. Et donc, le message, c'est de dire donnons une chance aux startups existantes en France de continuer à se développer. Et oui, il ne faut pas assécher le terreau. Il y a eu en réalité un processus de concentration des acteurs. Il y a des sociétés qui se sont développées, d'autres qui ont disparu. Oui, mais ça, c'est le cycle normal. Mais ça, c'est le cycle un peu normal. Mais oui. Et il fallait bien qu'après une période d'effervescence et d'enthousiasme, finalement, se dégagent les meilleurs ou les plus utiles. Je pense qu'on en est là. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter maintenant de financer l'innovation. J'ai une dernière question, puisque vous avez participé à la réunion organisée par Valérie Létard, avec aussi le sénateur Marc-Philippe Daubresse et puis le député Michaël Cosson, ainsi que les principaux représentants de l'industrie immobilière. Comment, selon vous, relancer l'investissement locatif en France ? On a parlé tout à l'heure de l'amortissement. On a l'impression qu'en ce moment, tout le monde a sa petite proposition à soumettre à la ministre, mais vous qui étiez présent à cette réunion, comment les choses se sont-elles passées et qu'entrevoyez-vous ? La ministre avait volontairement voulu rassembler tous les acteurs, parce qu'il y a quand même une forme de cacophonie, voire d'effervescence, et au fond, pour essayer d'aller à l'essentiel maintenant. Il y a des choses qui se font. J'ai parlé de la loi d'Aubier. La proposition de loi Uvart est au Sénat, qui est en train de détricoter ce qui a été fait à l'Assemblée. Ensuite, ça va revenir à l'Assemblée. Ça va être long, mais c'est quand même un processus de simplification pour ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme ou les modalités d'obtention des autorisations ou des dérogations. C'est une bonne chose. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis, il y a cette mission Daubresse-Cosson sur l'investissement locatif.
Et là, le message de la ministre, c'était mettez-vous d'accord sur quelque chose de simple et qui ne soit pas un catalogue de demandes, quelque chose de simple et qui nous permette de relancer. Elle appelait ça un choc de confiance. Et au fond, je pense qu'il y avait un certain consensus quand même sur l'idée qu'un amortissement fiscal qui serait flexible, qui dépendrait du type de logement, social, intermédiaire ou libre, donc adapté finalement aux besoins, que cet amortissement fiscal puisse être mis en place de manière à améliorer suffisamment le rendement locatif pour faire que les propriétaires privés se réinvestissent de nouveau sur ce type d'actifs. Et à imaginer qu'elle puisse y parvenir, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à faire confiance et à croire en cette réforme fiscale, au fond? Oui, je crois si la mesure est suffisamment claire, précise, pérenne. Surtout. La vraie question, c'est que beaucoup d'acteurs sortiraient parce qu'ils ont peur, effectivement, des évolutions futures, éventuelles, dans un contexte politique finalement assez changeant. Et donc, au fond, il faudrait de bonnes mesures, mais sur la durée, de manière que tout le monde retrouve le plaisir de réinvestir dans l'immobilier. Et oui, parce que finalement, l'immobilier, c'est du long terme, au fond. Oui, c'était justement une classe d'actifs plutôt long terme, mais dans lequel on va investir s'il y a quand même un rendement suffisamment à court terme. Et oui. Merci beaucoup, Bernard Michel, d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Et merci à vous toutes et tous de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.